Élu dans Viau en 81, il a été député pendant plus de 26 ans, soit l'un des plus longs mandats parlementaires. William Cusano a toujours insisté sur le fait qu'il était le représentant de ses électeurs. Il a travaillé à la valorisation du rôle de député et à la promotion du don d'organes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Cusano. Bonjour, M. Marin. Aux élections de 85, vous vous êtes représenté, vous aviez un nouveau chef, M. Bourassa. Un de vos engagements, c'était, encore une fois, je crois, de régler le problème des écoliers dits illégaux parce qu'ils fréquentaient l'école anglaise, contrairement à ce que prévoyait la loi 101. Comment vous avez finalement réglé le problème? Bien, c'est que je dois dire que lorsque M. Bourassa a décidé de revenir en politique, et c'est sûr, comme n'importe quel chef, n'importe personne qui veut devenir chef d'un parti, c'est sûr qu'il essaye de convaincre des députés de l'appuyer. Et j'avais rencontré M. Bourassa. Et il m'avait demandé de l'appuyer. Et à ce moment-là, dans les discussions, j'ai dit, je n'ai jamais demandé de ministère ou quoi que ce soit, je peux vous dire ça. Et que j'avais demandé, j'avais expliqué le problème de la loi 22 et qui me dit, oui, j'étais un peu au courant. C'était sa loi, la loi qui avait été adoptée durant son mandat. Et j'ai dit, vous savez, il y a des enfants qui sont dans nos écoles de façon illégale et il faudrait bien trouver la solution et ainsi de suite. Il faudrait les légaliser. Et à ce moment-là, il dit, oui, absolument. Et lorsqu'on a été élu, ça a été une de mes préoccupations, ses préoccupations. Et il avait demandé justement à M. Ryan, qui était ministre de l'Éducation, de trouver une solution. À ce moment-là, on est arrivé à la conclusion, on fait affaire avec des enfants, là. C'est pas ces enfants-là qui ont décidé d'être inscrits, c'est des parents qui les ont inscrits dans ces écoles telles quelles. Alors, c'est sur le point humanitaire et pas sur un point légal qu'on a conclu qu'il fallait les légaliser. M. Ryan a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été adopté et finalement les enfants ont été légalisés. Dans le comté de Viau que vous représentiez, le portrait, là, je dirais, démographique, il y avait beaucoup d'Italiens, une importante communauté italienne? Oui, dans les années 80, oui, c'est le comté de Viau qu'on réfère souvent à la ville Saint-Michel, en réalité. C'est ça le comté de Viau. C'était un endroit où il y avait beaucoup d'immigrants, et principalement beaucoup d'immigrants qui venaient d'Italie. Proportion, des fois, un peu difficile à établir, mais on peut dire que c'était proche du 30 des électeurs, 30 des résidents de Viau étaient d'origine italienne. Et les autres étaient beaucoup de francophones, et d'autres minorités, que ce soit des Allemands, des Polonais, et très peu d'anglophones. Très peu d'anglophones dans le comté de Viau. Est-ce que ça a changé au fil des ans, là, jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça a changé beaucoup. Parce qu'à l'époque, les familles d'immigrants, c'était des jeunes familles.
Alors, c'était des jeunes familles, les enfants étaient avec les parents. Ces enfants-là ont grandi, sont mariés. La plupart, pour une période, ont pris l'appartement au deuxième parce que Comté de Viau, c'est plein de duplex. Hein? Vous savez, les parents offraient le logement au deuxième étage à un des enfants au début du mariage. Et une fois que le couple s'est établi, ça déménageait à Laval, à Saint-Léonard, Repentigny, le West Island. Alors, aujourd'hui, au niveau des migrants italiens, c'est vraiment un club d'âge d'or. Et à Québec, quelle fonction que vous aviez? Vous étiez whip adjoint et peut-être aussi membre de 2 commissions parlementaires? Oui, j'étais membre de 2 commissions parlementaires et whip adjoint. À cette période-là, le whip en chef avait eu des problèmes de santé. Alors, en tant que whip adjoint, j'avais occupé le poste de whip pendant plusieurs périodes. Ça avait été extrêmement intéressant dans le sens parce qu'on avait un grand nombre de députés, comme vous savez. Oui. On était rendu une centaine de députés. Alors, c'était pas facile à gérer tout ça ici au niveau de l'Assemblée, mais ça a été une très bonne période aussi. Difficile de satisfaire tout le monde? Oui, mais ce que j'ai reconnu à ce moment-là, c'est que M. Bourassa était très proche des députés, très proche des députés. Il manquait rarement un caucus, rarement qu'il n'était pas un caucus. Et il était au caucus du début à la fin. Alors, il était proche et M. Bourassa avait cette facilité de pouvoir décoder les députés tels quels. Alors, il avait un autre sens. Oui. Vous avez innové aussi à l'époque parce que je crois que vous avez été l'un des premiers, sinon le premier député à se servir d'un ordinateur à l'Assemblée nationale. J'ai été précurseur, quoi. Je trouvais ça extrêmement utile. C'était utile premièrement, pour faire le suivi des dossiers. C'était quelque chose d'extrêmement facile parce que là, l'ordinateur donnait l'information à vitesse vertigineuse. Et alors, j'avais acheté quelque chose de pas trop dispendieux sur le marché et je le promenais de mon bureau de comté de Montréal ici à Québec pour que mon personnel puisse se familiariser un peu avec cette nouvelle technologie. Et par la suite, il y a eu je me suis moi-même équipé avec d'ordinateurs un peu plus puissants et j'ai commencé à bâtir justement des bases de données de mes électeurs. Et aussi pour l'ensemble du Parti libéral, je crois. Effectivement. Je trouvais que c'était la meilleure façon de pouvoir faire durant une campagne électorale ce que c'est qu'on appelle le pointage, c'est-à-dire suivre l'évolution du vote, de l'intention du vote dans le comté. Alors, je peux vous dire qu'au début, c'était vraiment un travail de moine parce que la liste électorale ne nous arrivait pas sur fichier informatique. Alors, il fallait prendre des dizaines et des dizaines de bénévoles qui tapaient l'information dans les bases de données pour finalement rentrer 35-40 000 électeurs. C'est quelque chose. Ce que j'ai développé au fil des ans, c'est un système de faire un pointage, une combinaison de sondage-pointage qu'on appelle, et que l'information soit à jour tous les jours, ce qui ne manquait auparavant.
ce qui me manquait auparavant. Pour voir l'évolution. Pour voir l'évolution. Des intentions de vote. Des intentions de vote. Parce que je trouvais ça souvent, avant que je commence à travailler sur ces bases de données, où des sondages disaient, bon, mais tel parti est en avance ou l'autre est en arrière. Et le chef respectif disait, mais oui, mais nos pointages internes nous disent le contraire. Alors, je me suis dit, pourquoi que ces gens-là disent que le pointage interne nous dit le contraire? Et j'ai trouvé la réponse à ça. C'est parce que, en faisant le pointage à la mitaine, c'est que ce qui était vrai au début de l'élection n'est pas nécessairement vrai à 10 jours de l'élection. Je suis très fier de dire que je me suis rarement trompé au niveau des résultats selon la sortie du vote, parce qu'on ne sait jamais, mais si moi, mes prédictions étaient toujours basées, si un tel pourcentage de gens qui vont voter, mais ça va être ça, le résultat. Vous avez pris en charge aussi un programme de tutorat pour enseigner l'anglais aux députés qui le désiraient à l'Assemblée nationale. Comment c'est né, cette initiative-là, puis comment vous l'avez structurée? C'était venu au bureau par un groupe de députés qui avait fait la demande au bureau parce que le bureau avait un budget de fonctionnement, de perfectionnement pour toutes sortes de choses. Et des gens qui avaient dit, mais qui auraient aimé ça, suivre des cours en anglais. Maintenant, puisque j'avais été directeur d'école, vous savez, des fois, on m'avait demandé si j'étais capable d'organiser des cours pour ces députés qui en voulaient, à des coûts minimes, sans aller à l'extérieur. Ici à l'Assemblée nationale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué avec les députés pour savoir exactement combien de députés étaient intéressés à suivre des cours d'anglais. J'avais, au niveau de la première demande, il y avait au-delà de 20 personnes, 20 députés des deux partis. Qui ont demandé de participer. Mais c'est sûr qu'ils étaient tous à de différents niveaux de connaissance de l'anglais. Alors, ça a duré longtemps, ça? Ça a duré environ un bon 5-6 mois. Puis ça a aidé quand même quelques députés. Bien, il y a des députés aujourd'hui qui me disent que ça l'a aidé beaucoup. Là. Encore aujourd'hui, il y a des députés qui disent que ça leur a aidé à monter un certain vocabulaire, spécialement au niveau parlementaire, qui était utile pour eux, particulièrement lorsqu'ils faisaient des voyages parlementaires à l'extérieur. En 90, on a assisté au Québec à les années précédentes aussi, mais en 90, ça a été finalement l'échec de l'accord du lac Meech qui avait été conclu quelques années plus tôt et la montée du mouvement souverainiste. Est-ce que vous, comme fédéraliste vraiment convaincu, ça vous a inquiété la suite des choses? C'est-à-dire que j'avais pas cette inquiétude parce que j'avais une grande confiance au capitaine du bateau qui était M. Bourassa. Toujours été convaincu que M. Bourassa était un premier ministre qui avait à cœur les intérêts du Québec et les intérêts du Québec à l'intérieur d'un Canada. Alors, j'avais extrêmement confiance qu'il allait mener ça à bon port, mais moi, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Bon, ça a échoué. Et je crois que M. Bourassa a par la suite retroussé les manches. Il dit « Québec est maître de son avenir ». Je me rappelle ici même au Salon Rouge, ce qu'il a fait ce discours-là. Il a absolument raison, il a eu absolument raison. Et là, est-ce que des choses ont vraiment changé parce que le lac Meech a échoué? Une question qu'il faut se poser. Parce qu'il y avait eu beaucoup d'émotions aussi à cette époque-là. Oui, c'est sûr, parce que c'est lorsqu'on refuse, lorsqu'on sent qu'on a refusé des choses qu'on a à cœur, c'est pas facile
comme on dit à Saint-Michel, en tant que conviviaux, à avaler. Et alors, ça a été un peu difficile, mais je crois que par la suite, qu'il y a eu des ententes administratives entre le Québec et Ottawa, et des choses semblent assez bien aller. Dans le comté de Viau, il y a un engagement électoral que vous avez porté à terme et on se souvient tous des carrières Miron, hein, qui était un grand dépotoir à ciel ouvert. Vous avez finalement réussi avec la Ville de Montréal et avec d'autres, mais vous avez mis ça à terme d'en faire un parc industriel et un parc récréatif. Oui. Est-ce que ça a été difficile de concilier tous les acteurs là-dedans? Oui, mais M. Morin, je dois vous dire que dans le comté de Viau, il n'y a pas seulement que la carrière Miron, il y a aussi la carrière Francon. Le comté est situé entre deux carrières. Ah oui? Oui, oui. Et alors, la carrière Francon, lorsque ça a été acheté par la Ville de Montréal, suite au fait que la compagnie était rendue au bout de son permis au niveau de l'excavation du ciment. Alors ça a été beaucoup moins problématique. Du côté de Miron, l'histoire est un peu différente, dans le sens que Miron, la compagnie Miron, qui était une compagnie privée qui appartenait aux frères Miron, tel quel, avait commencé dans un certain secteur de la carrière, parce que c'est immense, hein, c'est immense cette carrière-là, et avait commencé à accepter des vidanges au fil des ans. Commencé à accepter des vidanges. Et finalement, quand la Ville de Montréal a décidé de l'acheter et continuer à prendre des vidanges, c'est devenu un dépotoir. Alors là, c'est encore pire parce qu'au niveau des gens qui demeuraient tout près de la carrière, l'été, c'était insupportable. On ne pouvait pas vivre là. Et finalement, c'est avec l'administration Doré. Et le conseiller municipal à l'époque qui était au conseil exécutif, M. Biello, aussi qu'on a travaillé beaucoup pour finalement s'assurer que l'endroit devienne un centre de recyclage. Et du côté industriel, qu'aujourd'hui, on peut dire, on est très fiers de voir que, premièrement, il y a Gazmont, une compagnie qui s'est établie, qui prend les gaz qui émanent du site d'enfouissement et qui produit de l'électricité, qui fournit de l'électricité à des commerces environnants. Et de l'autre côté, vous avez eu, avec l'accord qui a été justement signé pendant que j'étais député de Viau, l'accord entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la Ville de Montréal pour l'implantation du Cirque du Soleil dans le comté, la maison mère du Cirque du Soleil, et qu'aujourd'hui engage beaucoup de travailleurs du comté de Viau. Entre 90 et 92, personnellement, vous avez vécu une période angoissante avec un problème cardiaque sérieux, ce qui a nécessité une transplantation, donc une absence à l'Assemblée nationale assez longue, et ça vous a amené par la suite à promouvoir les dons d'organes. Oui. Effectivement, ça a été une période assez difficile. J'avais été informé en 90 que mon problème cardiaque pourrait être seulement résolu par une transplantation. Et c'était tout un choc à ce moment-là. Le nombre de réussites n'était pas le même qu'aujourd'hui au niveau des transplantations. Alors, j'ai continué à travailler ici à l'Assemblée nationale. J'avais informé M. Bourassa. Et je pense que ça avait été le secret le mieux gardé à l'Assemblée nationale. Qu'il n'y a pas un journaliste qui a su que j'étais sur une liste d'attente pour une transplantation. Ça a été
Lorsque j'ai été admis, qui était une fin de semaine, en 92, j'ai été opéré la fin de semaine et je suis retourné chez moi 7 jours plus tard. L'opération a eu lieu à la fin, à l'automne 92, justement la veille de l'Halloween. Et je suis retourné à mon bureau de comté le 7 janvier. Quand même, c'est pas une longue période. Pas une longue période. Et puis je me rappelle, 2 semaines plus tard, je suis monté ici à Québec, sans même aviser mes employés ici à Québec que j'allais retourner. Et je suis arrivé, comprends, un peu gonflé au niveau des différents médicaments qu'on avait à prendre, et ainsi de suite. Mais je suis repris un peu tout le monde. Et oui, et par la suite, ce qui m'avait frappé, c'était au niveau des dons d'organes, non seulement ici au Québec, au reste du Canada, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment structuré. Et c'est là que j'ai présenté ma première loi sur les dons d'organes, qui identifiait le directeur des soins professionnels comme étant responsable d'identifier des donneurs potentiels dans l'hôpital. Mais tout ça est encadré dans un projet de loi? Non, c'était un projet de loi qui a été adopté unanimement par l'Assemblée nationale en 1993. Un donneur peut sauver 8 vies, parce que c'est pas seulement que le cœur, puis on parle pas seulement au niveau des yeux, ça c'est vieux, mais au niveau des autres organes, t'as le cœur, poumon, pancréas, tu sais, t'as 8 personnes, les reins, c'est rendu incroyable ce qui peut être fait. Alors, justement, vous avez expérimenté la rédaction et la préparation d'un projet de loi, parce que vous étiez député quand vous avez présenté ces projets-là. Et les députés, à votre avis, sont-ils bien outillés, bien documentés pour présenter des projets de loi de cette nature-là? Non, c'est malheureux dans le sens qu'un député n'ait pas plus d'accès à des services de différents ministères. Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est simple, un projet de loi, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que ça touche beaucoup d'autres projets de loi. Il faut qu'il y ait un changement au niveau de la culture du Parlement, de pouvoir qu'un député puisse se servir des ministères pour pouvoir, dans n'importe quel cas, parce qu'il y a toujours des petites affaires à corriger en société. C'est pas toujours des grands principes. Hein? C'est des petites choses qu'il faut corriger. En 90, M. Bourassa vous a nommé whip en chef du gouvernement, donc le préfet de discipline des députés. Comment il vous a présenté ça? Oui, vous savez, M. Morin, M. Bourassa faisait beaucoup de travail au téléphone. Il avait la réputation, de la part de tout le monde, de passer beaucoup de temps au téléphone, effectivement. J'avais reçu un appel de lui. Et à ce moment-là, une fois des salutations faites, il me dit mais j'ai l'intention de te nommer whip en chef du gouvernement. C'est bien. Et à ce moment-là, il me demande où était assis, si je savais où était assis le whip en chef. Je dis oui, effectivement, il est assis en arrière du premier ministre. Il dit oui, c'est ça. Il dit avec toi dans ce siège, je n'aurais pas besoin de m'occuper des couteaux qui viennent par en arrière, seulement ceux qui viennent par en avant. C'était toute une marque de confiance. Oui, c'est ça, exactement. Et ça a été la fin de la conversation. Ah oui? Oui. À ce moment-là. Et la confiance qu'il me faisait, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. J'ai toujours recherché à avoir la confiance de mes électeurs et des collègues de l'Assemblée nationale, et particulièrement au niveau des premiers ministres. Et durant ce mandat-là, M. Bourassa, finalement, a été très malade et a fini par démissionner pour des raisons de santé.
Et aux élections qui ont suivi en 1994, les libéraux ont perdu le pouvoir. Quelle analyse vous avez fait de cette élection-là? Oui, c'est que, c'était une élection. Lorsqu'un parti change de chef pendant qu'il est au pouvoir, je pense qu'historiquement, c'est toujours difficile de reprendre le pouvoir. Et je pense que les gens aussi voulaient avoir un changement au niveau de l'administration. Et je ne pense pas que c'était un changement au niveau de l'avenir constitutionnel du Québec. Moi, je n'ai jamais été de cet avis-là. Je pense que les gens... Pourtant, avec un gouvernement Parizeau qui arrivait avec le projet de référendum, c'était quand même sur la table. Oui, le projet était sur la table, sauf que je pense que les gens savent ce que c'est qu'ils vont faire à l'élection, c'est-à-dire au référendum ou quoi que ce soit. Ils savent ça. Ils savent, indépendamment de ce qu'on peut penser, ou indépendamment de la question qu'on puisse poser. Ils savent c'est quoi le but d'une telle question. Puis je pense que c'était clair dans l'esprit des gens. C'est un changement Il y avait besoin d'un changement de garde qui est nécessaire dans notre démocratie. Je crois que c'est nécessaire. On n'aime pas ça, mais c'est nécessaire. Il faut renvoyer les députés au pouvoir. Il faut leur renvoyer faire leur classe. Et il y en a qui sont renvoyés complètement chez eux. C'est l'aspect démocratique qu'il faut respecter. Au référendum de 1995, qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Bon, au référendum de 1995, je faites un peu ce que c'est qu'on a toujours fait. Au niveau du comté, j'ai eu plusieurs des rencontres presque quotidiennes avec des groupes pour m'assurer justement qu'on puisse voter de la façon que je pensais. C'est-à-dire... je pense que j'ai pu véhiculer plutôt ma façon de voir les choses avec des gens dans le comté et chez nous. Et même si les résultats ont été proches au niveau de la province, chez nous, les résultats ont été très bons. Et durant ce mandat-là, 94-98, à part le référendum, quelle fonction particulière vous avez fait à l'Assemblée nationale? Vous étiez dans l'opposition à ce moment-là. Oui, j'étais dans l'opposition. Ça a été encore là une période extrêmement difficile parce que, et particulièrement après le référendum, mais particulièrement le soir du référendum en 1995, ça a été pour moi un moment historique que j'aimerais bien oublier. Dans le sens, oui, des commentaires qui avaient été faits au niveau de M. Parizeau et M. Landry le soir. Je comprends qu'il avait perdu, mais un homme politique doit être au-delà de tout ça. Alors, les commentaires de M. Parizeau le soir de ce fameux référendum m'avaient vraiment inquiété. Tu sais, qu'on identifie quelqu'un comme étant coupable d'un résultat ou un groupe. Alors ça m'a fatigué un peu. Et qu'est-ce que c'est qui m'a fatigué aussi par la suite, c'était l'attitude de certains ministres envers les communautés culturelles. Et vous savez que dans un ministère, on avait composé une liste noire de personnes des communautés culturelles. Mon nom était dessus. Vous parlez de quoi, là, exactement? Oui, c'est le ministère de l'Immigration avait composé une liste de personnes dans les communautés et qu'on donnait leur allégeance, qui était ami de qui dans tout ça. Je l'avais déposé à l'Assemblée nationale. Et ça m'avait inquiété. Et j'ai voulu protéger l'intégrité de ces personnes-là au niveau de ces fameuses recherches que je trouve qui étaient complètement inacceptables de la part de certains des ministres. Cette période-là a duré quand même quelques temps. Ouais, ça a duré une période de temps, mais après ça, là, les choses sont replacées. Je pense que le gouvernement, à l'époque, a réalisé que ceux qui avaient rédigé ces fameux documents avaient commis une erreur. Alors, moi,
lorsqu'on commet une erreur, je suis prêt à l'accepter. On est tous des êtres humains. Et c'est de s'assurer que ça ne se répète pas qu'il est important. On continue la semaine prochaine, M. Gouzet. Merci beaucoup.